Bienvenue dans cette deuxième émission d'Histoire du Cercle Aristote avec François Seton. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la question bien, de la périodisation en histoire, puisque nous avons tous appris au collège qu'il y avait la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine, avec des dates qui sont un petit peu des dates pivots. Alors François, on se tutoie, je pense. Ah ouais, ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ces dates pivots, quelles sont celles qui sont traditionnellement retenues? Alors, la préhistoire, il n'y a pas vraiment de date, on va dire, de début, parce qu'en fait, c'est quasiment, on pourrait parler de l'apparition de l'espèce humaine. Donc, effectivement, c'est à partir de 3 millions d'années que, normalement, avant Jésus-Christ, que l'espèce humaine apparaît sur Terre. Donc, on peut considérer que c'est une date qui peut faire quand même globalement, elle est approximative, hein, mais qui fait à peu près autorité partout, puisque l'espèce humaine, donc, d'une manière générale, elle est pas connotée culturellement. Ensuite, on a la date qui différencie la préhistoire de l'histoire, qui est 3000 avant Jésus-Christ, qui est la date d'apparition des premières écritures que l'on a trouvées. Alors, en fonction des découvertes archéologiques, on pourrait toujours trouver encore avant. Mais pour le moment, ce qu'on a de plus ancien tourne quand même autour de 3000 avant Jésus-Christ. Et après, bah, on va parler des autres dates, qui sont là, pour le coup, relativement connotées culturellement et qui vont correspondre à une certaine région ou une autre et pas forcément à une autre. Ta gueule. Donc, je ne sais pas, alors, on va parler des dates connotées culturellement. Alors, 476 après Jésus-Christ, qui est la fin de l'Empire romain, chute de l'Empire romain. Il faudrait préciser que c'est la chute de l'Empire romain occidental, puisqu'avant de mourir, l'Empire romain s'est scindé en deux, avec un empire romain d'Orient que vulgairement on appelle Empire byzantin, qui lui mourra finalement beaucoup plus tardivement. Euh, on parle aussi de 1492, mais des fois on entend aussi parler de 1545, qui est la date de la chute justement de ce deuxième empire romain, de l'Empire romain d'Orient. 1453. Oui, pardon, oui. 1453. Oui, oui. Oui, 1453. Ou alors 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Là encore, on a une date, 1492, qui va beaucoup concerner l'Europe de l'Ouest, qui ne va pas franchement concerner, on va dire, et aussi le continent américain, bien entendu, mais qui ne va pas franchement concerner ni l'Afrique, ni le reste du continent asiatique. Et la chute de Constantinople en 1453 va surtout concerner finalement les Balkans, beaucoup plus que le reste de l'Europe. En 1789, on a une date qui est la Révolution française, qui semble à la fois très française, mais qui a quand même des conséquences européennes assez étendues sur à peu près toute l'Europe. Mais encore une fois, ça ne concerne que l'Europe. Et puis l'époque contemporaine, au-delà des dates, il faut aussi parler des noms que l'on attribue à ces périodes et à leurs connotations. Donc, la préhistoire, c'est avant l'histoire. L'Antiquité est aussi appelée souvent époque archaïque, mais dans sa connotation archaïque, ça ne voulait pas forcément dire euh, quelque chose de vieux. Ça voulait, archaïque, c'est comme dans monoarchos, dans monarchie, ça veut dire l'apparition du pouvoir politique. Donc vous pourrez commencer à parler d'histoire politique. Le Moyen Âge, c'est un peu comme on dit, bah, une période moyenne entre une antiquité qui aurait été glorieuse et une période relativement euh, plus sombre, plus jugée des fois culturellement plus décadente, plus enfin, nettement moins flamboyante que ce qui a précédé. Et On avant de reviendra retourner. là-dessus parce que certains Oui, historiens, comme Jacques Hers, disent toujours que le Moyen-Âge n'a pas été si moyen que ça, d'une certaine non, tout manière. à fait. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a quand même des connotations culturelles, non seulement dans les dates, mais aussi dans les façons dont on les dénomme. Voilà, les temps modernes, qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de moderne? Des fois, on se demande.
et l'époque contemporaine, c'est jusqu'à quand on considère qu'on est sur une période récente? Alors, juste deux questions là quand je regarde la frise chronologique. Donc, on salue d'abord tous les gens du Twitch qui déjà commentent, et c'est très bien. Donc, on va avoir une émission à peu près d'une heure, 45 minutes de présentation, et après, on prendra toutes les questions un petit peu avec plaisir, le débat. Mais alors déjà, deux questions quand je vois la frise. Il y a pourtant notre année, l'année zéro, qui est a priori l'année un Oui. petit peu Mmh. centrale de notre calendrier, qui n'est Oui, pas une année qui marque un tournant et un changement de période historique. Et effectivement. comment l'expliquer? Eh bien, je pense que, en fait, on a eu, je pense, une relecture un petit peu plus républicaine ou laïque de l'histoire que nous avons eue. Il faut savoir aussi que, heu, l'an 0, qui correspond à la date supposée de la naissance de Jésus, a certes influencé, l'Europe, et surtout le bassin méditerranéen, pas forcément le reste du monde, mais correspond aussi, petite coïncidence, à peu près, je dirais à peu près, à 23 après Jésus-Christ, qui est, le la date à laquelle donc, Auguste, enfin, oui, Octavien devient Auguste. C'est-à-dire que la République romaine devient un empire et qui va donc marquer une certaine stabilisation, de la forme de cet État, surtout au niveau de son extension territoriale. Donc pendant longtemps, on pouvait effectivement faire un peu une confusion entre les 2 et marquer qu'il y a un tournant à cet endroit-là. Maintenant, la Révolution française est passée par là, on a essayé de laïciser tout ça et de ne plus donner effectivement à la naissance de Jésus-Christ l'importance, politique supposée qu'elle aurait eue. Et on sait bien aujourd'hui clairement qu'on a désormais beaucoup plus un point de vue, désormais laïque sur notre histoire et donc effectivement la simple naissance du prophète du christianisme n'est pas franchement, un acte, historique important. Alors, pour rebondir là-dessus, une autre date qu'il n'y a pas, dans un ouvrage récent, Postel Vinet, qui, dans son ouvrage Sapiens sur le climat, Mmh. ne prend pas l'année zéro et il prend l'année de la naissance de Socrate. En fait, comme Oui. un petit peu point de référence à ce niveau-là. C'est aussi une date qui n'apparaît pas généralement dans les périodisations historiques, alors que pourtant Socrate est un peu vu comme le père de la pensée européenne. Pourquoi ne pas avoir retenu cette date dans une logique laïque? Eh bien parce que, peut-être qu'il faut prendre des dates qui correspondent à des événements plutôt qu'à des personnes. Notamment parce que les personnes qui peuvent influencer ont des fois une influence sur la pensée, heu, que nous avons, mais qui est nettement postérieure à leur vie, des fois. Socrate, bon, de son vivant, il a peut-être eu quelques élèves, il a un peu parcouru la Grèce, mais avant d'influencer toute l'Europe, bon, je pense pas qu'en France actuelle, on en entendait parler du temps des Gaulois. Et puis de même, la date de naissance de Jésus finalement, il va falloir quand même plusieurs siècles avant que le christianisme s'étende. Donc l'action d'un homme, tant qu'elle ne constitue pas un événement historique ponctuel clairement défini qui a des conséquences immédiates. En 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain meurt définitivement, l'Empire romain occidental. Ça, ce sont des conséquences sur l'année en cours. Heu, les gens et leur enfin, mettre des dates sur des gens pour moi ou sur des personnes, c'est un peu supposer que leur, pensée aurait eu, une influence immédiate. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, parce que bon, ces dates, nous les avons toutes apprises au primaire, c'est aussi des Oui. dates qui permettent bien de forger l'esprit, de placer des bornes chronologiques. Mais quand on regarde, par exemple, les historiens de l'Antiquité tardive à l'heure actuelle, Mmh mh. ils disent souvent que 476, c'est une date qui n'a pas été vécue par les contemporains. Parce qu'un effondrement d'État, surtout sur les coups de boutoir de phénomènes de migration, de phénomènes de déstructuration de l'État,
c'est quelque chose qui se produit en fait de manière quasiment insensible. Et que par exemple, quelqu'un qui serait Oui. né en 440 ne verrait pas Mhm. forcément et qui mourrait en 490 n'aurait pas eu le sentiment d'être passé entre deux périodes. Donc très souvent, les historiens à l'heure actuelle, en fait, ne sont pas d'accord avec cette idée de faire des périodes en histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, il faut voir que dans le mot histoire, on a peut-être tendance à mettre à la fois des connotations, mais il faudrait parler d'histoire au pluriel, pas seulement au niveau régional, mais il faudrait parler de, quand on parle d'histoire avec un grand H, ce serait de bien préciser qu'il s'agit d'histoire politique. L'histoire culturelle, ce serait finalement quelque chose effectivement qui serait beaucoup plus difficile à définir avec des périodes ayant des dates précises que l'histoire politique. Quant aux grands événements historiques, euh, souvent, les personnes qui sont vraiment au milieu de l'événement ont du mal à le ressentir parce que c'est littéralement comme un cyclone. Quand on est dans l'œil du cyclone, on ne voit pas trop le changement, on n'a pas l'impression que tout a changé. Et en fait, c'est un petit peu autour, c'est-à-dire un peu avant et un peu après, qu'on sent vraiment les bouleversements. Effectivement, si tu parles de 475, 476 après Jésus-Christ, donc la chute de l'Empire romain, conséquences politiques immédiates sur cette année-là, aucune. Mais cette date est en fait l'achèvement de quelque chose qui s'est déroulé effectivement durant tout le 5e siècle qui a précédé, qui ont été ces invasions germaniques de l'Empire romain, avec ses pillages, avec ses pertes d'autorité, avec des populations qui fuient les campagnes pour aller vers les villes. Et après cette date, les gens ne vont peut-être pas réaliser immédiatement ce qui s'est passé et n'en vont pas réaliser aussi les changements de loi, de mœurs qui vont commencer à s'instiller. Ils ne vont pas commencer à comprendre qu'il y a eu un tournant et que quelque chose ne sera désormais plus jamais le même, qu'il n'y a plus de possibilité de, on pourrait dire, de retour en arrière. Donc, je pense que l'histoire politique, ce sont des décisions importantes qui ont des conséquences immédiates, mais effectivement, quand on est dans l'œil du cyclone, on a du mal à le ressentir immédiatement. Après, l'histoire culturelle, qui est beaucoup plus basée sur du ressenti, elle a beaucoup plus de mal à se définir par des périodes clairement définies. Ce serait plutôt une frise où il y aurait des nuages qui se chevauchent. Entendu. Mais écoute, je pense qu'on pourrait passer au deuxième diaporama qui pose la question de la date de 476. Et déjà, je vois dans le chat, donc bonjour à Alassards, l'idée, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de marquer la fin de l'Antiquité avec la mort de Justinien en 565? Pourquoi 476 plutôt que 565? Mais personne n'a tort, personne n'a raison. Chaque date va correspondre finalement à ce qui nous impacte nous, finalement en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, ou alors de l'endroit où nous nous trouvions à l'époque. Euh, la chute de l'Empire romain occidental, quelles conséquences a-t-il sur son voisin oriental qu'on appelle vulgairement l'Empire byzantin? Littéralement aucune. Justinien est peut-être l'empereur byzantin qui va être le dernier empereur, on va dire, de sang romain à réaffirmer son autorité sur Rome, mais est-ce qu'il s'agit véritablement après lui d'une fin de l'Antiquité? Est-ce qu'on n'avait pas déjà commencé à aller au Moyen Âge? Est-ce que comme je l'illustre ici, euh, pour le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale, est-ce que la perte des territoires du sud-est méditerranéen aux mains du califat arabe et la chute de l'Empire perse, donc aux alentours de ce début de 7e siècle, n'est pas une date finalement plus pertinente? Mais également sur d'autres horizons, donc là j'illustre également la chute de l'Empire des Han en Chine. Donc l'Empire des Han était la première dynastie impériale de longue durée, qui a duré en gros de 200 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ.
et donc son morcellement en plusieurs entités politiques, plusieurs seigneurs de guerre querelleurs, qui marque là aussi, on va dire, un schéma similaire à ce qu'on a vu, mais qui serait donc une date beaucoup plus pertinente pour marquer la fin de l'Antiquité pour l'Asie de l'Est, puisque l'Empire des Han a finalement posé toutes les bases culturelles et politiques pour les États de la péninsule coréenne et du Vietnam, et avec retardement aussi une grande influence sur l'archipel japonais, que de parler de 476 finalement en Asie de l'Est, ce qui ne va parler à personne. De même, on a eu un premier grand royaume en Inde qui s'appelait la dynastie Maurya et qui va finalement, aux alentours de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, s'effondrer sous le coup d'invasions barbares, similaires aussi, et voir un effondrement politique, un changement de dynastie, un morcellement et un certain chaos au niveau, je l'ai dit, politique, mais aussi de nouvelles influences culturelles qui vont rapidement arriver, qui montrent, on va dire, un changement suffisamment important pour peut-être parler de fin d'Antiquité dans le sous-continent indien. Est-ce que d'une certaine manière, le choix des dates ne dit pas beaucoup sur la vision politique des choses? Parce que quand on regarde l'Empire romain, la date de 476, c'est l'idée de la fin de la décadence, de l'effondrement. L'idée au fond que les empires sont mortels. Et c'est justement une date qui est très marquée par la vision d'un historien britannique comme Gibbon sur la grandeur et la décadence de Rome. Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière une sorte de fascination malsaine pour l'effondrement quand on va chercher cette date, plutôt que la date à la limite de la fondation des royaumes barbares? Déjà, les royaumes barbares, leur date de fondation, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus difficile à définir. Ne serait-ce qu'en France, on ne sait pas trop comment définir le début du royaume franc. Est-ce que c'est la naissance de Clovis? Est-ce que c'est son baptême? Est-ce que c'est la fin de ses conquêtes? On ne sait pas trop. Ensuite, la fascination morbide pour la décadence. La décadence, c'est pour moi un mot beaucoup trop connoté. On peut parler plutôt, on va dire, de changement politique. On peut parler, par exemple, de troubles internes. On peut parler d'une période de guerre civile à succession. Mais la décadence est quelque chose de beaucoup trop connoté. Il faut essayer de s'éloigner de ce mot qui souvent ne dit pas vraiment grand-chose en soi. Faut quand même rappeler que, en gros, jusqu'en 476, on pouvait avoir une certaine unité politique entre l'Afrique du Nord et l'Angleterre actuelle. Donc, cette date, ça marque la fin d'une unité qui avait été acquise par les conquêtes, certes, mais la fin d'une unité. Maintenant, de savoir pourquoi, d'où vient euh, ce, ce morcellement, d'où vient cette situation qui a amené à ce résultat, là, effectivement, aucun grand empire, de toute façon, ne s'effondre du jour au lendemain. Toute situation, finalement, de décroissance de l'État a toujours des causes qui remontent, qui remontent des fois même à la fondation même de l'État. Mais il faut juste marquer un virage. Ensuite, les connotations, bon, je dirais chacun y met ce qu'il veut. Entendu. Juste une autre question, parce que ce qu'on voit aussi avec l'Empire romain, c'est que lui-même a une périodisation assez claire, on va dire jusqu'au règne de Marc Aurèle, jusqu'au IIe siècle, on est face à un Empire romain triomphant. Et à partir du IIe siècle, les Romains n'ont plus le moral. Notamment, il y a beaucoup de sources historiques qui parlent d'une terre affaiblie, d'un soleil dont les rayons ne chauffent plus, avec des périodes plus froides, des baisses de récolte, et en fait, tout simplement, une sorte de baisse de température en termes de changement climatique.
Et dès qu'il y a une baisse de température, ça a un effet très disruptif sur les réseaux commerciaux, parce que ça veut dire qu'il y a des tempêtes, il y a du mauvais temps. Et pour un empire qui est aussi élargi que Rome, ça se termine par une catastrophe. Et à ce niveau-là, les changements climatiques frappent d'une certaine manière l'ensemble de la planète. Que ça soit en Chine, quand le climat change et que donc les formes impériales sont menacées par des évolutions naturelles, ça touche un petit peu tous les pays de la planète au même moment. Est-ce qu'on peut donc dire que pourquoi certains empires s'effondrent à une date, d'autres à une date plus tardive? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, on pourrait faire tout un chapitre, toute une réunion sur le climat, parce que au niveau du climat, il peut y avoir des événements globaux comme il peut y avoir des événements locaux. Il peut y avoir des événements qui n'ont pas les mêmes conséquences partout, parce que la Terre n'est déjà pas quelque chose d'uniforme. Euh, pour te citer un exemple, euh, dans les débuts de la République romaine, il va y avoir une première tentative d'invasion germanique par des peuples qu'on appelait les Cimbres et les Teutons, qui vont partir de chez eux limite en courant, de manière quasi apocalyptique. Ils étaient terrifiés. Ils vont traverser la Gaule un petit peu de part en part avant d'être détruits et arrêtés par les armées du début de la République romaine. Ils sont partis parce qu'on a déterminé qu'ils venaient d'un coin, d'un endroit qui aujourd'hui ressemble, enfin qui est à peu près dans les Pays-Bas, et dont on a entendu par des légendes qui ont été retransmises qu'ils avaient vu leur terre s'effondrer sous la mer. Il s'agirait en fait d'une interprétation divine d'un phénomène climatique qui est en fait l'arrivée de la mer du Nord dans ces terres. On le sait, les Pays-Bas sont un endroit finalement de marécage entre l'embouchure du Rhin et la mer du Nord. Donc ça, c'est un événement climatique qui s'est peut-être accéléré au moment de la crise des Cimbres et des Teutons, qui va aboutir à cet événement politique qui va faire prendre conscience également à la jeune République romaine qu'elle se doit de s'étendre pour ne pas tomber sous les coups d'une nouvelle vague d'envahisseurs qui serait peut-être plus organisée cette fois. Mais ce n'est pas le seul événement. Mais cet événement-là va finalement avoir des conséquences très ouest-européennes, encore une fois. On peut citer également que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, euh, la légende du déluge, et notamment la Bible est également un ensemble de contes, enfin de mythes qui préexistaient dans la région avant cela. La construction par Nemrod, roi de Babel, d'une tour pour protéger son peuple serait en fait une construction pour échapper à un deuxième déluge divin. Et en fait, on voit que ce serait une interprétation humaine du phénomène climatique qui arrivait encore régulièrement dans cette région, qui est des montées de marée venant du golfe Persique à travers l'Irak, qui s'appelait à l'époque la Mésopotamie. On peut trouver des phénomènes locaux. Ensuite, les phénomènes globaux euh, de réchauffement, de refroidissement, suivant qu'on est sur un endroit plutôt en plaine, sur un endroit très exposé, on va dire, au courant marin, aux précipitations, on peut avoir effectivement des conséquences immédiates très, très funestes. Mais quand on est, par exemple, si je prends le plateau iranien, il faut savoir que le plateau iranien, c'est une grande cuvette entourée de montagnes qui recouvrent l'essentiel de l'Iran et de l'Afghanistan, eh bien, on est plus ou moins protégé. On est dans une sorte de forteresse de montagne. Donc là, finalement, les conséquences vont être nettement moindres. Les conséquences climatiques globales n'auront jamais les mêmes conséquences partout sur la planète au même moment. Entendu, mais je propose qu'on passe à la prochaine date dont tu voulais parler,
qui va être une date beaucoup plus polémique. D'ailleurs, ça avait commencé sur le chat avec l'année 1492. Alors, effectivement, là, que veut dire cette date, finalement, de 1492? La découverte du continent américain par l'Europe, c'est la possibilité de retenter une aventure coloniale qui est l'une des interprétations que l'on donne aussi au phénomène des croisades. Donc, c'est finalement la possibilité pour des États d'Europe de l'Ouest qui ont désormais plus ou moins leurs frontières fixées, de s'étendre sur une région à laquelle ils ont accès et qui est désormais beaucoup plus faible qu'eux militairement. Néanmoins, est-ce que les conséquences sont immédiates là encore? Déjà, moi à l'école, on m'a dit que ça pouvait être aussi bien 1492 que 1543, qui donc 53, pardon, donc de 1453. oui, pardon, j'arrive pas, je confonds toujours les chiffres. Donc cette chute de l'Empire byzantin qui aurait mis une sorte de coup d'alarme, une sorte de attention à l'Europe occidentale, puisqu'elle elle commémore, on va dire, l'expansion turque à travers l'Europe, et notamment des Balkans. Alors ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu débunké au niveau de l'histoire, vers une analyse moins partisane. Il faut savoir que les Turcs ottomans étaient déjà présents en Europe depuis 50 ans avant que Constantinople ne chute. Donc s'il fallait s'inquiéter, c'était un petit peu tard. Et globalement, les appels à l'aide de l'Empire byzantin envers l'expansion turque sur leur territoire, finalement, ce qu'on va appeler finalement la fin du Moyen-Âge, n'a pas tellement suscité d'émoi. Et les volontaires pour des croisades afin de sauver un État mourant grévé de guerre civile n'a pas vraiment soulevé les foules. Donc c'est peut-être moins pertinent finalement que de garder, on va dire, cette date-là. Mais là encore, moi je propose également finalement d'autres dates, parce que ce que ça montre en fait, cette fin de Moyen-Âge, c'est que le Moyen-Âge, je le caractériserais comme une période, où que ce soit dans l'histoire du monde, comme les tentatives par des barbares de recréer l'empire qu'ils avaient contribué à détruire. Donc en Europe occidentale, il s'agit de l'Empire romain, et les barbares, c'est nous, c'est des peuples germaniques comme les Francs, ce qui deviendront les Anglais, donc des Angles, des Saxons, mais également des Espagnols, etc. Mais au Moyen-Orient, finalement, ça peut être la tentative de recréer l'Empire byzantin plus l'Empire perse par le califat arabe, mais ensuite par les États qui vont succéder au califat arabe, le grand sultanat seldjoukide, et finalement, après quelques péripéties, par l'Empire ottoman. De même, l'Empire safavide, qui s'affirme au début du XVIe siècle en Iran, est le premier État iranien fondé par des gens qui se réclamaient de sang iranien, même s'ils étaient plutôt azéris, mais qui se réclament d'un héritage iranien, alors que ça fait presque 1000 ans que la Perse est sous une domination étrangère, qu'elle soit arabe ou turque ou mongole. De même, l'Empire moghol en Inde montre que on peut arriver au bout d'une forme de chaos politique qui existait depuis la chute de l'Empire Gupta durant l'Antiquité. Donc, on a des États qui commencent, en gros, à stabiliser leurs frontières. Et on a comme ça des blocs qui s'affirment plus ou moins stables. L'Empire des Ming, en Chine, c'est le retour à la souveraineté chinoise contre les Mongols. Donc, on a à la fois un retour d'une ancienne identité antique, mais on a aussi des frontières qui se stabilisent. C'est plus, moi, je pense, la logique qu'il faut comprendre au final sur ce Moyen-Âge, c'est
La fin du Moyen-Âge, c'est la fin d'un rêve de pouvoir reconstruire rapidement et facilement un ancien empire antique disparu. Et dans cette perspective, on peut se demander si la date de 1453, qui est aussi la fin de la guerre de Cent Ans, et qui marque l'avènement des deux premiers États-nations européens, la France et l'Angleterre, notamment avec toutes les réformes militaires de Charles VII, bah, d'une certaine manière, est-ce que cette date n'est pas plus pertinente parce qu'elle montre justement le début de cette création de l'État-nation et peut-être une voie différente que va emprunter l'Europe par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur le reste du monde? Mais cette date est pertinente, encore une fois, pour l'Europe occidentale. Ça va pas forcément tout de suite être le cas pour le reste de l'Europe. Mais au lieu de parler d'État-nation, on dira plutôt que nos deux États, donc les deux États que tu viens de citer, ont globalement trouvé leurs frontières. On va dire, bon, c'est logique, c'était une frontière naturelle, la Manche, mais on va dire que les potentiels politico-militaro-industriels de l'époque ont permis un certain équilibre. On peut dire qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, l'Angleterre renonce, on peut dire de manière quasi définitive, à essayer d'occuper sur le long terme la France. Et la France, elle, n'a jamais finalement eu les capacités d'occuper l'Angleterre. Donc on se retrouve avec des États dont les frontières s'équilibrent. Donc il faudrait plutôt parler donc, d'États dont les frontières s'équilibrent, comme sur ma carte là, entre l'Empire ottoman et l'Empire perse, finalement. Alors, il y avait une remarque du chat sur le fait que les Ottomans se considéraient comme romains et qu'ils s'en réclamaient comme les héritiers. Ce qui est assez amusant, c'est que la France de Philippe Auguste aussi a commencé à se réclamer comme héritière de Rome, la troisième Rome. Puis ça a été également le cas de la Russie, qui ont même, alors ça a été évoqué dans le chat, échafaudé des théories assez fumeuses en matière de récentisme. Peut-être que tu pourras nous dire Mhm. aussi ce que tu penses de ça par rapport à la périodisation historique. Pourquoi, d'une certaine manière, justement, chacun de ces États va vouloir se présenter comme héritier de Rome, et donc la date de 1492, c'était dans un ouvrage de Norman Palma sur la découverte de l'Amérique publié par les éditions Perspectives Libres. C'est aussi une date qui est importante pour les Espagnols parce qu'elle renvoie, dans une logique de numérologie, à faire des Espagnols le peuple choisi par Dieu, et notamment les héritiers des Hébreux de l'Ancien Testament. Donc tout ceci fait que comment eh bien, chaque pays va chercher à utiliser les dates pour se présenter comme l'héritier d'un passé glorieux, qu'il soit hébreu ou romain. Et chaque barbare va envahir un État qu'il admirait par son soft power quelques décennies ou siècles auparavant, et dont il va finir par dire non, mais les dirigeants actuels, c'est nul à chier, quoi. Là, c'est pas possible. Enfin, de se dire quand on est Clovis que le dernier empereur romain, c'est un gamin de 11 ans, voilà, c'est plus tout à fait le même swag que quand on était sous Marc Aurèle, comme tu disais. Donc, des fois, les barbares et leurs chefs, qui ont bien François, souvent une pour l'instant, ça coupe. Est-ce que ta connexion Allô, est allô, allô, rétablie? allô, Oui, moi, tu peux. On a manqué ton explication. Donc, tu parlais je d'un reprends. gamin de 11 ans qui rêvait de Non, non, c'est surpasser le maître, c'est ça? non, 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 non. Je disais que pour Clovis, euh, se dire l'empereur romain, c'est un gamin de 11 ans, c'est plus du tout le même swag que lorsque ses ancêtres ont connu peut-être Marc Aurèle ou les autres. C'est de se dire, mais il n'y a plus rien qui. C'est pas possible. On met pas à la tête du monde un gamin qui fait dans ses couches. Donc c'est le barbare, des fois, lui-même, notamment dans tous les empires, on a ce phénomène où les barbares vont envoyer leurs élites, les chefs barbares vont envoyer leurs fils s'éduquer à la cour du Grand Empire. C'est le cas aussi
de beaucoup de Khan mongols qui vont envoyer à Xi'an, la capitale chinoise, mais tout, tout système d'empire finit par attirer à lui des élites parmi les barbares pour les culturer, pour se les approprier. Et quand ils reviennent prendre le pouvoir dans leur tribu, si au bout de quelques années, ils voient que l'empire dans lequel ils ont grandi euh, finit par devenir n'importe quoi, ils vont se dire, mais c'est moi le véritable héritier, plus que eux. Ils vont se dire, je n'ai peut-être pas le sang, mais j'ai l'éducation. Et donc chacun va contribuer à achever un empire parce qu'il se dit, c'est la seule manière pour que j'en prenne le pouvoir et que je remette les choses dans l'ordre. Donc ce n'est pas quelque chose de d'insensé pour eux. C'est une correction nécessaire. Entendu. Mais écoute, je te propose d'avancer un petit peu, puisque 1492, du- nous allons parler de la question de la Renaissance. Alors, Alors, la les Renaissance, renaissances. Mhm. oui, vas-y, je t'écoute. Donc là, j'ai pas spécialement gardé de date parce que euh, pour moi, la Renaissance est un phénomène qui est plus artistique que politique. Et en fait, il peut y avoir des renaissances dans l'histoire culturelle d'un pays ou même d'une région. On peut dire que à partir de la fin du Moyen Âge, on parle de renaissance artistique en Europe, où on redécouvre des références antiques qui ont été mises à l'index par les autorités religieuses, car elles démontrent qu'il existe une grandeur politique et culturelle qui précède l'apparition de ce même phénomène monothéiste, mais on constate que nous, en France, on dirait qu'on aurait eu presque une renaissance artistique qui aurait duré jusqu'à la Révolution française, puisque de plus en plus de rois, presque tous, font des références à l'Antiquité grecque ou romaine. Mais on a encore une fois ce phénomène qui peut arriver plusieurs fois dans l'histoire d'une même région. Lorsque l'Empire perse va disparaître sous les coups du califat arabe, dans un premier temps, la première dynastie qui existe dans le califat arabe est le califat omeyyade, dont les références culturelles sont plutôt grecques. Mais quand il va y avoir le coup d'État des Abbassides et une nouvelle dynastie arabe va prendre le pouvoir, ce sont pour l'essentiel des Persans convertis à l'islam. Et ils vont changer la capitale, encore une fois, qui était de Damas, donc une ancienne ville byzantine de culture grecque, à Bagdad, qui est une ancienne ville persane, donc de culture persane. Et là aussi, on va avoir déjà un premier retour, une première renaissance persane sous le califat abbasside, mais le califat abbasside sera plus tard envahi par les Turcs seldjoukides, qui jusque-là étaient des barbares à la fois au califat arabe, mais avant cela étaient des barbares à l'Empire perse. Et eux aussi ont des références culturelles persanes. Et encore une fois, il va y avoir euh, des, une renaissance artistique persane sous le sultanat seldjoukide, qui va être interrompue par l'invasion des Mongols, qui eux n'ont pas ces références-là. Mais par la suite, le grand Khanat mongol va s'effondrer en plusieurs entités, et notamment en Iran, et ce sont d'autres barbares, dont par exemple Tamerlan, venant d'Asie centrale, le émir de Transoxiane, en Ouzbékistan actuel, qui lui est pétri de culture persane, y compris dans son propre langage. Et quand on va avoir encore une fois après lui euh, la, la dynastie des Séfévides, là on parle une nouvelle fois de grande renaissance culturelle persane, mais également de renaissance politique, puisque l'empire séfévide est de langue persane. J'ai mis comme illustration également en Asie du Sud-Est, donc le temple d'Angkor Wat est une renaissance artistique de ce qui se faisait plusieurs siècles auparavant en Inde. Mais en Inde, les choses ont changé entre-temps,
finalement des invasions venant de peuples plutôt d'Asie centrale, voire même du Moyen-Orient, vont amener d'autres références culturelles. Donc, cette renaissance, c'est lorsque des références culturelles réapparaissent à certains endroits alors qu'elles avaient disparu à un autre. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que derrière cette notion de renaissance, et je pense notamment à la Renaissance, celle à laquelle on pense toujours, celle donc du XVIe siècle, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de noircir le passé de manière délibérée? C'est un peu ce que dit l'historien Henri Rousseau, selon lequel chaque société a besoin de se présenter comme échappant à une catastrophe originelle, et de dire bah, le monde est mieux maintenant qu'avant. Quand on regarde par exemple la Renaissance du XVIe siècle, bah, elle occulte beaucoup de renaissances, que ça soit là, c'est quelqu'un du chat les a mentionnés, la Renaissance carolingienne, le Quattrocento, etc., etc. Et cette Renaissance a aussi été très injuste avec le Moyen Âge, puisque le Moyen Âge a connu aussi beaucoup de renaissances, la Renaissance capétienne, avec l'émergence de l'art gothique. La Renaissance italienne a appelé Notre-Dame de Paris gothique, tout simplement avec une logique de mépris. Donc, est-ce que avant ce terme de Renaissance, c'est pas surtout une manière de justifier que l'époque actuelle, même si elle est très dure, parce que la Renaissance a été aussi l'époque des massacres, c'est quand même mieux qu'avant, et se rassurer un petit peu sur le fait que l'humanité va dans le bon sens? C'est pour ça que je parle essentiellement de renaissance artistique, parce que ce qu'on peut dire, par exemple, au niveau carolingien, c'est pas tellement une renaissance artistique, parce que les codes artistiques n'ont pas beaucoup bougé, et je pense que le début de l'Empire carolingien n'était pas très marqué culturellement, qu'il s'agit d'une renaissance politique, ou du moins de la réaffirmation d'un pouvoir centralisé fort à un certain endroit après la chute de l'Empire romain. Donc, la renaissance artistique, c'est la remise au goût du jour de codes artistiques anciens, et il s'agit véritablement de renaissance parce qu'il ne faut pas sous-estimer le poids qu'ont eu des règles religieuses sur ces codes artistiques. Euh, la- L'Église a fortement régulé, on se souvient, on en fait même des blagues, jusqu'à la musique, en interdisant certains sonnets ou certains intervalles, pour vous dire à quel point on peut dire que certaines façons de faire au niveau artistique étaient littéralement illégaux. Euh, L'islam, dans son interprétation antique au départ, interdisait la représentation de visage humain. Donc, et pourtant, c'était quelque chose qui se faisait avant. Donc, parler de renaissance artistique, c'est parler non pas de quelque chose de mieux, mais de résurrection de faits anciens, et donc de faire reculer en partie l'autorité ou les autorités religieuses sur ce sujet. À ne pas confondre avec plusieurs éléments que tu as cités qui entreraient plus dans la définition de renaissance politique. Ok, ben écoute, on va avancer puisque l'heure passe décidément trop vite et que bientôt, bah, nous prendrons les Oui. questions du tweet. Alors, là, j'ai vu sur la frise que c'est marqué époque contemporaine ou récente. Contemporain veut dire de la même époque que nous. Donc, jusqu'à quand euh, c'est par définition une date qui serait amenée à évoluer éventuellement. Parce que finalement, si le temps avance, ce qui était contemporain finira tôt ou tard par devenir ancien. Ce qu'on peut dénommer ou ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, des changements politiques comme l'émergence d'une volonté, d'une conscience populaire se produit à des dates, pour le coup, beaucoup plus étalées dans le temps, en différents endroits du monde. Donc j'ai pris comme exemple, donc là, en haut à gauche, il s'agit du premier Majlis persan, donc, ce qui veut dire un parlement. Donc fin du 19e siècle, le Shah Nassereddin Shah Qajar prend pour décision de transformer son État d'une monarchie absolue en une monarchie parlementaire.
ce qui aura des conséquences puisque dans tout pays où un souverain va commencer à se doter d'institutions de la représentation populaire, certains milieux sociaux sont dits euh, libertariens peut-être ou partisans de ce système et même d'une extension des libertés individuelles, tandis qu'une autre partie de la société va réagir en réaction, va se constituer comme peuvent se nommer monarchistes ultra ou conservateurs et vont chercher au contraire à détruire ce qui a commencé à être fait. Ce qui amène à des guerres civiles dans ces pays et dont les conséquences sont des fois plus ou moins modernes. En haut à droite, donc c'est une manifestation du premier mouvement politique de l'Empire ottoman appelé les Jeunes Turcs, d'influence française. Donc là, on est au début du XXe siècle, puisque finalement, aussi bien en Perse que dans l'Empire ottoman, certains monarques vont être orientés, on va dire être plus démocrates ou plus républicains, je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais aller vers une sorte de forme de modernisation politique dans se dotant d'outils de représentation de la volonté populaire, mais leurs successeurs ne sont pas toujours du même avis. Euh, Ici en bas à droite, donc j'ai un événement qui montre la prise de conscience populaire en Chine lors de la révolution Xinhai qui va mettre fin à l'empire mandchou. Donc pour montrer sa désobéissance et sa rébellion contre l'empire mandchou, les Chinois se coupent la natte, qui était la natte des cheveux, qui était un symbole de soumission de tous les Chinois au peuple mandchou et surtout à l'institution impériale. Et puis en Inde, finalement, ce sera la fin de l'Inde britannique, avec les débuts du mouvement pour l'indépendance, comme le Quit India Movement, où les Indiens, sous le, on va dire la direction de leur guide du parti du Congrès, vont cesser finalement de se définir comme des Indiens sous domination britannique et vont cesser de demander poliment aux institutions coloniales britanniques d'agir plus dans leur intérêt, voyant que les institutions coloniales britanniques ne réagissent pas. Ils vont dire, si vous ne quittez pas cette Inde, alors nous allons la quitter. Donc, et là, on voit ces mouvements finalement de foule. C'est, on peut dire, ce qui amène l'époque contemporaine, c'est les prémices d'une pensée républicaine. D'accord. Alors, tu veux faire le dernier diapo pour après qu'il nous reste un petit peu de temps pour les questions? Donc là, ça montre que finalement, on n'a pas des définitions déjà qui soient égales sur tous les endroits du globe en même temps, même si, avec ce que j'ai pu montrer, c'est que les logiques peuvent être les mêmes. On voit mort d'un grand empire, arrivée de peuples dits barbares qui vont chacun à leur tour essayer de le recréer, constitution finalement d'un État plus ou moins stable qui va commencer à quitter certaines références culturelles. On peut dire que les États plus modernes sont finalement comme le nôtre, mais comme presque tous les États aujourd'hui qui existent sur la planète, sont un mix, culturellement parlant, entre les références des États, des grands empires qu'on a envahis, et des quelques références culturelles qu'on avait amenées en arrivant. Et si on peut prendre comme image le fait que des Francs, des Angles, des Saxons, des Burgondes, des Alamans étaient un peu des envahisseurs de l'Empire romain, mais qu'ils devaient en être les élèves culturels, qu'ils avaient presque sous la direction de l'Église pour mission de devenir des nouveaux Romains, vont finalement figer leur définition en s'arrêtant plus ou moins à mi-chemin. On est des germano-romains. On n'est plus complètement germains, mais nous ne serons pas, et nous avons décidé de ne plus forcément aller jusqu'à devenir 100% culturellement ce que les Romains étaient jusqu'à leur fin. Mais effectivement, les références changent d'une région à l'autre, et en fonction des choix politiques qui s'amènent, on pourrait avoir presque des définitions
différentes pour les périodes qui seraient à venir? Est-ce qu'on parlerait d'histoire postmoderne pour l'Occident, tandis que ce serait pour le monde non occidental un retour au modernisme? Donc il y aurait époque moderne, suivant une certaine date, quand on est en Inde, en Chine, en Iran, peut-être même en Afrique, on n'est peut-être pas encore à l'époque contemporaine, tandis qu'en Occident, on serait vers une fin peut-être de l'histoire en parlant de postmodernisme. Donc je laisse les questions du chat. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, c'était Couteau Bégari qui avait publié déjà il y a une dizaine d'années un livre, 2030, la fin de la mondialisation et le morcellement du monde. Si on suit le fait que désormais, dans le futur, les Russes, les Chinois auront de plus en plus leur mot à dire dans les affaires géopolitiques, quels seraient les scénarios d'un nouveau découpage? Quelle période choisirait-il? Quelle date deviendraient les nouvelles 476, 1492 et 1789? Ça, chacun est un petit peu libre de son interprétation. On pourrait penser que le 11 septembre 2001 marque déjà un grand coup de boutoir à la toute-puissance américaine. On pourrait parler également du retrait des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak, qui montre finalement une sorte de recul impérial. Est-ce que, effectivement, pour l'Europe de l'Est, le rattachement, entre gros guillemets, de la Crimée à la Russie montrerait également une date tournant? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, si dans un avenir plus ou moins proche, le Parti communiste chinois venait à prendre le pouvoir de manière unilatérale sur l'île de Taïwan, cela serait aussi considéré comme des dates, mais chacune des dates n'a pas forcément une influence sur l'autre. Il y aura une date effectivement est-asiatique, une date est-européenne. Je ne sais pas, est-ce que si demain l'Iran venait à avoir suffisamment d'influence sur l'Irak pour y nommer un gouvernement à sa botte, est-ce qu'on pourrait reparler de renaissance politique iranienne de nouveau? Donc chaque région aura son acteur politique de premier plan qui définira finalement ces dates pour lui. Et alors, sachant ça, c'est une question du chat. Étant donné que Vae Victis, l'histoire est écrite par les vainqueurs, est-ce qu'on est assez critique sur la manière dont justement les vainqueurs imposent des périodisations? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu avoir plus de recul? Eh ben, on est quand même plus libre sur ce point de vue-là, non seulement en Occident et aujourd'hui, qu'on ne l'était au milieu du Moyen-Orient durant l'Antiquité. Pourquoi? Parce que nous avons accès à beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Maintenant, se faire sa propre opinion, comme je pu le faire modestement, c'est chercher l'information. Et là, c'est le libre arbitre de chacun, personne ne fera le travail à votre place. Si une question vous intéresse, aujourd'hui, il y a un grand média qui s'appelle Internet qui permet de chercher des informations de sources différentes de la manière la plus facile possible et finalement de s'affranchir, plus ou moins partiellement, de l'emprise des différents gouvernements et de ce qu'ils vont tenter, chacun de leur côté, de faire. On savait beaucoup moins de choses de ce point de vue-là quand on était effectivement en 476 après Jésus-Christ. Personne ne savait à cette époque-là en France ce qui se passait au même moment en Chine. Donc, est-ce qu'on est victime des États? Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de moyens technologiques que nous n'en avons jamais eu pour pouvoir nous affranchir de l'autorité des États sur ce Alors sujet. justement, question de Boumia 7563 sur la Russie en matière de s'affranchir d'une vision de l'État. Pardon. Tu as parlé donc de cette question de la troisième Rome, de cette obsession du schisme de 1904.
est-ce qu'elle est encore imprégnée? Est-ce que la Russie, que ce soit son gouvernement, la population est encore imprégnée de ces dates? Puisque je pense que les Français ont largement oublié Philippe Auguste, par exemple, ou Bouvines 1214. On ferait un micro-trottoir dans la rue en France, ça ne dirait pas grand-chose aux gens. Est-ce que les Non, je suis Russes d'accord. sont beaucoup plus encore comment dire, influencés par ces dates? Pas vraiment, pas vraiment. Faut pas oublier que euh, une date comme celle que tu as citée avec Philippe Auguste et Bouvines a dû peut-être marquer son époque, mais a été ensuite mise sous silence lorsque nous avons eu une révolution en France. Et où nous avons voulu peut-être moins porter, je dirais bien moins, hein, parce qu'on n'y est pas forcément arrivé, moins donner d'impact politique aux actions de certains rois et peut-être essayer de créer une histoire populaire. En Russie, il y a eu la révolution communiste qui a cherché littéralement à effacer tout ce qui avait eu lieu précédemment. Et aujourd'hui, des Russes, notamment pour ceux qui l'ont connu, sont beaucoup plus spécialistes sur les grandes décisions, quasi des fois quotidiennes, qui se passaient durant l'URSS, que de savoir que le tsar Ivan III avait reçu la bannière impériale de l'Empire byzantin mourant des mains de sa future femme Zoé Paléologue. Donc ça, le mythe de la troisième Rome russe, euh, je pense, n'est clairement plus dans l'identité moderne russe. Il n'y a qu'à voir, on va dire, une déclaration plus ou moins récente de Vladimir Poutine qui comparait le Covid à l'un des nombreux peuples barbares semi-nomades qui auraient envahi la Russie plus ou moins à une certaine époque, confondant les Coumans, les Sarmates, les Scythes et autres. Il les avait tous cités plus ou moins dans le désordre, sans savoir s'il parlait d'un peuple qui avait envahi le territoire de l'actuelle Russie à l'époque où il y avait déjà, oui ou non, un État russe. Donc, les références, on peut dire grossièrement antiques, moyenâgeuses, voire même jusqu'à la stabilisation plus ou moins d'un État moscovite jusqu'aux abords de la Révolution française, ne parlent plus beaucoup aux Russes d'aujourd'hui. Entendu. Alors, pour revenir un petit peu justement sur les questions de l'histoire mondiale, parce que c'est très à la mode, la World History, il y a souvent deux dates qui sont retenues maintenant, deux événements qui sont présentés comme des tournants. Mhm. C'est plus la Révolution française, c'est plus la découverte de l'Amérique, c'est la réforme protestante et également les guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes par l'impact qu'elles vont avoir dans l'émergence d'un empire britannique mondial et la réforme protestante, justement par la libération des forces économiques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des dates qui, dans la World History, pourraient être plus satisfaisantes? Non, parce que déjà, le concept de World History voudrait qu'on enseigne ça à l'échelle de la planète entière. Et pour le moment, euh, les différences culturelles sont encore beaucoup trop fortes pour qu'on puisse parler de genre d'un peuple humain qui aurait ressenti, ne serait-ce qu'un minimum, les événements dont tu parles. La réforme protestante a eu son impact en Europe. Au moment où elle a eu lieu en Afrique, on se regarde un peu comme ça, oui. Les guerres napoléoniennes ont eu leur impact en Europe. De même, l'Amérique du Sud à ce moment-là, ouais, ou l'Océanie, pas trop, quoi. Ah, Donc, les Anglais en ont profité pour faire passer toute l'Amérique du Sud en dominion honoraire quand même, et à brûler oui, mais Washington, les coquins. faut peut-être pas essayer de trop anglo-saxoniser un monde, surtout si, comme tu le dis, on voit que cet empire américano-anglo-saxon est plus ou moins déjà en train de prendre l'eau. Donc, la World History, finalement, elle va finir par faire des mécontents avant même d'avoir imposé son règne, pour te dire. Donc, je pense que le concept d'histoire humaine unifiée
n'est ni pour maintenant, ni même dans un avenir proche. Chaque région du monde va conserver ses références. Ça ne veut pas dire chaque pays du monde, chaque région du monde. Quand on est en Belgique, je suis actuellement à la frontière belge, l'essentiel de l'histoire qu'ils étudient, c'est l'histoire de France. Et c'est que les derniers chapitres où ils voient finalement l'histoire d'un pays qui est le leur, mais qui n'est indépendant que depuis 1830. Et donc avant cela, c'est l'histoire politique et culturelle de la France. Donc ce sont des régions, pas, pas à l'échelle du monde, mais pas forcément à l'échelle de chaque pays. Mais ce serait un discours beaucoup trop atlantiste que de vouloir dire, c'est un peu grosso modo ce que tu me dis, vraiment le résumé du résumé du résumé de deux, trois dates importantes dans l'histoire de l'Angleterre finalement. L'empire anglo-saxon imposé par les Américains, mais culturellement britannique évidemment, risque bien finalement de, de, de mourir de notre vivant. Donc il sera temps, bien entendu, à ce moment-là, de réviser cette thèse qui n'aura même pas eu le temps, je pense, de s'étendre à l'échelle du monde. La question est de savoir si nous serons conscients de ce délitement et de cet effondrement de la même manière ou de manière plus éveillée que ne l'étaient les gens qui vivaient en 476. On a plus de technologies d'information et puis on pourra retenir, le jour où il ne sera plus, l'Empire américain comme le premier empire mondial. Mais comme chaque empire qui s'effondre, il fera des gros morceaux et des petits morceaux, mais une partie de sa culture lui survivra. Oui, l'Empire américain, je pense qu'on voit aujourd'hui qu'il est en train de mourir. L'un de ses enfants culturels, la société de consommation, euh, dans les pays émergents, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Donc c'est quelque chose qui lui survivra. C'était le premier empire finalement à émerger à l'échelle mondiale. Il n'a peut-être pas réussi à déployer suffisamment de puissance pour durer, durer éternellement, pourrait-on dire. Entendu. Juste une dernière question qui a été posée par le chat. Est-ce que tu trouves que ces périodisations historiques favorisent une vision de l'histoire où c'est les empires qui tiennent le haut du pavé? Ou au contraire, est-ce qu'elles favorisent plutôt l'idée que ce sont les nations qui tiennent la dragée haute aux empires au fil de l'histoire? Ni l'un ni l'autre. Il s'agit, je pense, avant tout d'outils pédagogiques. Euh, c'est tout simplement un sectionnement histoire de ne pas s'avaler tout d'un coup. C'est comme des chapitres dans un livre. Est-ce que les empires tiennent la dragée haute? Est-ce que les nations tiennent la dragée haute? Je ne vois même pas en quoi les deux notions seraient antagonistes. Euh, L'Empire romain n'a pas réellement créé de nation romaine, mais une culture méditerranéenne s'est quand même plus ou moins étendue. Peut-être pas jusqu'aux confins de l'Empire, mais néanmoins. Et les nations, si on parle notamment d'États-nations et quasiment de républiques modernes, avaient bel et bien des empires coloniaux. Donc les deux ont eu leur période de gloire. Quant au découpage, il s'agit juste d'essayer de trouver où est-ce qu'on coupe le livre pour faire des chapitres. En prenant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, des événements importants qui permettent de montrer qu'il y a un avant et un après. Eh bien, merci pour ces messages pleins de sagesse et de paix qui contrastent avec la guerre qui vient de se déclarer dans le chat sur la question de savoir si la Belgique est un petit pays ou une grosse poubelle. Et dans un souci de, comment dire, de pacification et de tout ce qui élève uni, je ne citerai pas l'avis de Baudelaire sur la Belgique. Voilà, puisque ça ne ferait qu'aggraver pas la l'objectif de situation. ce soir. Oui, mais il faudra peut-être faire une fois un live sur la Belgique. Alors, j'en profite pour faire un grand merci au chat pour toutes les remarques, toutes les questions qui ont permis
rendre ce Twitch vivant. Donc, j'en profite pour annoncer que nous allons continuer nos pérégrinations en entamant à partir de la fois prochaine, en fait, une série sur les grandes personnalités de l'histoire de France, que nous allons aussi un petit peu décrypter, un petit peu remettre en place. Et l'objectif sera de les classer, un classement pour savoir quelle est notre personnalité préférée. Donc, j'attends ça avec impatience. La première sera Vercingétorix. Et donc, eh bien, ça sera dans à peu près un mois. Voilà. Donc, nous rendons l'antenne, François. Tu as encore une dernière chose à dire? Partage. Arrêtez l'écran. Voilà, un tiers liste des personnalités les plus importantes de l'histoire de France. Est-ce que Napoléon finira premier? Est-ce que ça sera De Gaulle? Est-ce que nous aurons des ennuis avec Pierre-Yves? Allez. Est-ce qu'on va se retrouver avec une personnalité qu'on avait absolument... On va rien déflorer, on verra ça plus tard. Voilà. Ce sera la surprise. Bon, eh bien, bonne soirée à tout le monde. Au revoir au chat. À la prochaine. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.